J'accueille aujourd'hui deux des cofondatrices du groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques du Québec, Julie Tran et Laura Lou. Julie Tran est aussi candidate à la maîtrise en service social de l'Université d'Ottawa et Laura Lou est aussi actrice et autrice. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors mesdames, je vous accueille sur une triste nouvelle. Avant-hier mardi, 8 personnes, dont 6 femmes d'origine asiatique, ont été tuées à Atlanta, aux États-Unis. La police a indiqué que ça n'avait pas de motif haineux ou raciste. Comment est vécu ce drame au sein des communautés asiatiques ici au Québec et au Canada? Il est clair que le drame, il est pour tout le monde, pas que pour ces communautés. Tout d'abord, c'est sûr que la communauté est en deuil. Premièrement, c'est quand même 6 vies qui ont dû quitter. Également, beaucoup d'indignation depuis les heures qui ont suivi. Donc, c'est sûr, avec la situation dans les médias, on reçoit de plus en plus d'informations. Puis on a vu aussi que le chef de la police en Atlanta a sorti un communiqué et celui-ci a mentionné que le tueur avait une mauvaise journée cette journée-là, qui amène en sorte qu'il a pu faire cette tuerie. Puis en même temps, ils ont amené la situation comme si c'était un problème d'addiction lié sur le plan sexuel. Donc, dire que c'est un sex addiction ramène justement un message que c'est un problème de santé mentale. Et quand justement un crime qui a été émis à l'endroit des communautés racisées, ici les communautés asiatiques, ça amène en sorte justement qu'il n'y a pas de responsabilité par la personne qui a fait cette tentative, qui a tué, pardon, les 6 femmes. Au total, il y a eu 8 victimes. Justement, on doit se questionner pourquoi c'est amené de cette façon-là, parce que au final, nous, pour notre communauté, ça a été un crime haineux. C'est quand même des spas de massage que les entrepreneurs, c'était des femmes asiatiques, donc c'était des personnes asiatiques qui travaillaient là. C'était un quartier aussi que c'était prédominant de personnes asiatiques qui vivaient à l'intérieur, donc ce n'est pas un cas isolé. Et on parlait comme si c'était un cas isolé, enlève justement tout l'enjeu du racisme systémique qui est toujours à l'endroit des communautés asiatiques. En effet, peut-être on se dit qu'aux États-Unis, c'est peut-être une situation sociale qui est particulière, contrairement au Canada. Toutefois, il faut comprendre qu'il s'est passé également des situations similaires au Québec. Par exemple, il y a eu des mosquées, il y a eu justement une fusillade, et donc c'est sûr que ça a créé vraiment beaucoup de peur chez plusieurs personnes asiatiques, car on le sait que ça peut être un incident qui pourrait arriver au Québec. Et vraiment, de plus en plus, les gens nomment de sortir dans la rue parce qu'on voit que les violences à l'égard des communautés asiatiques deviennent de plus en plus violentes. Que pensez-vous du traitement médiatique des événements d'Atlanta? Est-ce que vous pensez qu'il y a un biais contre les personnes d'origine asiatique, comprendre que c'est des personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe, tout ça? Est-ce qu'on est dans cette logique? Totalement. Je pense qu'il y a eu un biais qui est assez important, la manière justement comment les médias vont amener le sujet en amenant les titres. Souvent, ils vont justement essayer de dédramatiser la situation à l'endroit justement du tueur, tandis qu'ils vont pas nécessairement des fois nommer que les victimes, c'est des femmes d'origine asiatique. Ils vont pas mettre le contexte où qui s'est arrivé justement cette tuerie-là. Et donc, on prévoit que ça invisibilise justement le racisme à l'égard des communautés asiatiques dans l'Amérique du Nord. C'est la même chose aussi dans nos médias. On veut pas, quand c'est sorti la nouvelle hier, aucun média, à part les médias anglophones, peut-être un média anglophone, a parlé de ce sujet-là, qui est quand même un drame quand même assez très violent à l'endroit des communautés asiatiques, et ça a vraiment créé beaucoup d'indignation. Et je trouve que justement, invisibiliser participe justement au racisme envers les communautés asiatiques. Et vous, vous organisez ce dimanche une manifestation en soutien à ces victimes? Oui, nous, on organise à l'aide justement de Maître Meichu, qui est de l'organisme des Chinois progressistes du Québec. La première partie, c'est vraiment une marche pour dénoncer les violences racistes à l'égard des communautés asiatiques, parce que ça fait 1 an justement qu'on est dans cette pandémie, et vraiment les violences d'actes racistes, les crimes haineux surviennent vraiment de plus en plus violents, ça ne se règle pas. Et donc pour nous, c'est un moyen justement pour se mobiliser tous ensemble pour dénoncer la situation. Puis on va aller rejoindre un organisme justement qui travaille auprès des travailleuses du sexe. L'organisme Stella, afin justement de faire une vigile commémorative
pour dénoncer justement toutes les oppressions que ça touche auprès des travailleuses du sexe, parce que souvent, c'est celles qui reçoivent le peu d'aide par le gouvernement, c'est celles qui sont le plus marginalisées, c'est eux que leurs droits sont souvent bafoués, droit du travail, droits humains, puis justement, pas souligner que c'était des travailleuses du sexe, enlève justement ce côté humain de chez elles. Comme oui, c'est peut-être des travailleuses du sexe, mais aussi c'est des femmes, c'était des mères, des sœurs. Elles ont d'autres titres au-delà justement de ce titre de travailleur. Et donc, tout l'aspect humain est enlevé. Ça déshumanise, pardon, justement. Ces personnes-là. Et vous n'avez pas, pardon, et vous, il y a une année, au début de la pandémie de la COVID-19, vous avez fondé le groupe Facebook d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques du Québec. Pourquoi vous l'avez lancé, ce groupe-là? J'ai créé le groupe en mars 2020. C'était le début de la pandémie et le début de confinement. Il y avait une hausse des incidents à caractère raciste. Il y avait du vandalisme dans les pagodes à Montréal. Il y avait aussi une personne d'origine coréenne qui s'avait poignardée à NDG. Et aussi, j'avais vu beaucoup d'incidents, des insultes publiques à l'égard des personnes d'origine asiatique sur différents murs de mes amis Facebook. Il n'y avait pas à ce moment-là d'endroit où on pouvait regrouper tous ces incidents-là. Et aussi, j'étais en congé de maternité, donc j'étais nouvellement mère. Ça me faisait peur de voir tous ces incidents-là et de sortir avec mon enfant. J'avais vraiment peur. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin d'un groupe, de créer ce groupe-là pour pouvoir m'identifier et pour sortir un peu de mon isolation. Parce que, veux ou veux pas, ça crée beaucoup d'anxiété et ça peut affecter la santé mentale. Et la santé mentale, c'est un sujet extrêmement tabou dans la communauté asiatique. Donc, c'est vraiment important pour moi d'avoir ce groupe-là pour pouvoir regrouper tous ces incidents-là à un même endroit, pour pouvoir parler, discuter de la santé mentale entre les gens de notre communauté. Et est-ce que, oui. Pardon, est-ce que vous, depuis ce temps-là, est-ce que les incidents, ils sont en hausse, en baisse, au moins par rapport à votre sondage local sur votre page? C'est sûr qu'il y aurait une hausse parce qu'avant, il y en avait 0 incident. Avant, les incidents n'étaient pas rapportés. Il faut savoir aussi que dans les communautés asiatiques, lorsqu'on a une agression de type incident haineux, on ne le rapporte pas parce qu'on a une culture du silence où on veut ignorer le problème. C'est une éducation qu'on a de la part de nos parents qui disent que si jamais on a une microagression ou on reçoit un incident raciste, il faut juste... comment dire, juste move on. Continuer à avancer dans la vie et ne pas trop s'attarder. Oui, ne pas trop s'attarder, mais cependant, la différence avec la pandémie, c'est qu'on était en confinement, en isolement. L'isolation faisait en sorte que ça créait une peur encore plus grande parce qu'on ne pouvait pas le partager de façon avec nos amis, par exemple. Dites-moi, est-ce que les jeunes réagissent différemment des parents par rapport aux incidents racistes? Les jeunes qui ont été élevés ici, tout ça, est-ce qu'ils ont une approche différente? Les jeunes, je suis née à Montréal. Les personnes qui sont québécois d'origine asiatique, on a reçu une éducation qui est ici. Donc, on a un mix de valeurs québécoises et une identité aussi asiatique. Donc, je crois que c'est vraiment beaucoup plus important pour nous de s'exprimer. On s'identifie, oui, à notre culture asiatique, à l'éducation de nos parents qui disent qu'il ne faut pas trop en parler, pas faire trop de bruit à propos de ça. Cependant, on est rendu à un point, surtout avec la pandémie et la hausse des incidents racistes, où c'est important de le dénoncer. Et c'était la raison pourquoi j'avais créé le groupe, parce que je crois que notre communauté ne savait pas comment le dénoncer et on devait informer les gens sur dénoncer à quelle organisation, à la police ou au CRA, par exemple, pour pouvoir les outiller pour baisser le niveau de peur qu'on avait au sein de la communauté. Pour moi, je voulais ajouter en effet, justement, dans nos communautés, c'est difficile de pouvoir le dénoncer. Puis on a vu qu'il y a des chiffres qui sont sortis par justement le rapport du SPVM. Et il faut savoir que ces chiffres-là n'est qu'un dessus de l'iceberg, justement, parce que, comme Laura l'a nommé, c'est tabou. Et pourquoi c'est tabou? Parce que nos aînés, de un, ont une barrière de langue, donc ils ne seront pas capables de dénoncer. Souvent, les enfants qui sont nés ici sont les enfants traducteurs, donc ils ne comprennent pas nécessairement la situation, qu'est-ce qui est arrivé. Et souvent, ils vont être présents pour être d'abord que calmer leurs parents et essayer de pouvoir expliquer à la police. Mais en même temps, ça ne peut pas faire une traduction réelle de qu'est-ce qui est arrivé. Et aussi, nos aînés ont cette mentalité, cette valeur-là que
quand ici ils dénoncent, ça offre du poids de plus au sein de notre société et eux, ils ne veulent pas être un fardeau pour la société. Et souvent, c'est pour ça que c'est des proies, c'est des victimes extrêmement faciles pour les personnes qui veulent attaquer les gens de la communauté. Et les femmes également sont beaucoup plus vulnérables. Car souvent, de un, l'image de la femme s'est perçue beaucoup plus vulnérable et de deux, souvent les femmes vont pas vouloir dénoncer car celle-ci doit faire honneur justement de la famille et si elle dénonce, ça va briser cette image-là. Et donc, c'est sûr qu'au niveau des valeurs, c'est très confrontant lorsqu'il est temps d'aller dénoncer. Et donc, on le sait que au sein de notre groupe Facebook, beaucoup de monde font des témoignages et nous, on en reçoit de manière quotidiennement. Puis je pense que même au début, Laura en savait vraiment beaucoup. Et donc, on sait que les chiffres qui sont présentés, les statistiques qui sont présentées sont très, très minimes de ce qui se passe réellement. J'aimerais juste ajouter que les chiffres qui sont compilés par la SPVM, c'est ceux qui ont été dénoncés. Ça ne compile pas les chiffres que, par exemple, nous, les témoignages qu'on reçoit sur le groupe, mais aussi on reçoit des témoignages personnels, c'est-à-dire qui étaient envoyés de façon personnelle, qui ne sont pas publics sur le groupe. Donc, tout ça ne sont pas nécessairement compilés parce que toutes ces personnes-là ne vont pas nécessairement le rapporter à la SPVM ou à des organisations reconnues comme le CRAR. En discutant avec vous, j'ai comme l'impression que le racisme anti-asiatique, il est un peu dans l'angle mort des luttes antiracistes. Est-ce que je me trompe sur ce point-là? Oui, totalement. Souvent, le racisme qu'on vit, c'est banalisé et voire normalisé. Puis c'est sûr que dans les luttes, d'une part, c'est parce que, comme on l'a expliqué, il y a toutes ces dichotomies qui se passent au sein même de nos communautés, mais aussi souvent lors des tables rondes, lors des prises de décision, il y a peu de personnes asiatiques qui sont présentes. Et souvent, si on regarde par exemple au niveau politique, il y en a extrêmement peu. Et donc, à cause de cela, c'est sûr que lorsqu'il est temps d'aller dénoncer, c'est très difficile de mettre de l'avant nos luttes. Puis aussi, on le sait que il y a ce mythe de minorité modèle qui se passe au sein même, qui touche auprès de nos communautés, et donc c'est difficile de le briser. Et également, ça a créé des frictions à l'endroit de diverses communautés racisées. Puis je pense que justement, c'est dû à la création de ce discours de mythe de minorité modèle qui a été construit par les médias lors des droits civiques, lorsqu'on recule sur le plan historique. Et donc, aujourd'hui, la nouvelle génération qui est consciente de ces histoires-là ne veut plus répéter la même chose. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est justement, ils vont aller combattre ce mythe de minorité modèle et vraiment, ils vont créer des ponts avec les autres communautés en participant. Lorsqu'il s'est passé Black Lives Matter, il y a beaucoup de personnes d'origine asiatique qui sont descendues dans les rues afin de pouvoir offrir cette solidarité-là. Et donc, je pense vraiment de plus en plus, on crée des nouveaux ponts pour recréer le lien de confiance qui se passe au sein des autres communautés et envers aussi les communautés asiatiques tous ensemble, vu qu'on n'est pas un groupe homogène, il ne faut pas oublier. Merci beaucoup Julie Tran et Laura Lou. Je rappelle que vous êtes deux des cofondatrices du groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques du Québec. Merci pour votre participation. Merci à vous. Merci à vous.